effectivement, le sujet dont on va traiter ces 30 minutes avec Claude Toudic-Dubar porte sur l'évolution, bien sûr, des modes de production volaille de chair, filière avicole illustrée par le poulet, et qui est en cohérence avec les présentations qu'on a pu avoir ce matin et qui fait aussi écho à la présentation qui va suivre. Une petite, sur le titre, une petite coquille, en fait. On parlera de tout, sauf de la France, puisque on parle essentiellement, on a plutôt pris une perspective, on va dire, plus large européenne. Très simplement, j'ai brièvement, aussi brièvement que possible, introduire on va dire le contexte filière, le contexte économique du cadre dans lequel se déroulent ces évolutions. Il s'agira essentiellement, pour la plupart d'entre vous, de rappel. Et puis, Claude viendra nous illustrer un peu ces évolutions de système d'élevage, de cahier des charges, par deux cas, celui des Pays-Bas et celui du Royaume-Uni. Très simplement, replacer la dynamique européenne. La viande de volaille est certes la première viande produite et consommée dans le monde depuis au moins 2016, et replacer la dynamique européenne de l'Union européenne, auquel on va s'intéresser par la suite, dans une perspective un peu plus globale. Si on regarde depuis les années 2000, j'ai découpé 2000, 2010, 2020, les contributions à la croissance de cette consommation, de cette production plutôt de viande de volaille, en fait, il y a deux zones majeures qui ressortent en termes de dynamique, que sont les Amériques et l'Asie, avec pour les deux, bien sûr, des dynamiques de demande interne, de consommation pour le marché intérieur, et puis après, pour les Amériques, un peu plus aussi d'export, d'approvisionnement de zones structurellement déficitaires. Dedans, même si l'Europe a connu un petit regain de dynamisme entre 2010 et 2020, notamment on le verra sur l'est de son territoire, finalement en fait c'est pas une région, c'est pas là où se passe aujourd'hui, où en tout cas se fait le gros des développements de la production de volaille de chair. Et on est sur un périmètre européen qui aujourd'hui représente à peu près 10% de la production mondiale. Mais cette dynamique dans l'Union européenne, en fait, elle est aussi le reflet d'une croissance ou d'un développement très hétérogène au sein de l'Union européenne. Sur la carte de gauche, vous avez, sur la période 2015-2019, la dynamique de production de volaille de chair, et plus sévère, vert c'est positif, orange c'est stable et jaune c'est en décroissance. Ça saute aux yeux, là, la transition, le déplacement de la production avicole vers l'est de l'Europe. Vous remarquerez que j'ai effectivement inclus l'Ukraine dans cet ensemble, depuis les accords de libre-échange. Mais très nettement, on a une Europe continentale qui est absolument flat en termes de production sur l'ensemble de ce périmètre-là. Alors, bien sûr, derrière ces, on va dire, dynamiques différentielles de production, il y a des histoires de compétitivité prix. Je vous ai remis sur le graphique de droite les comparaisons de coûts de production de Peter Van Horn sur la base des données 2017, où on voit qu'il y a à peu près un différentiel sortie abattoir de coûts de production de 15% entre la France et la Pologne, et à l'époque de 35% entre la France et l'Ukraine, qui était le concurrent le plus proche. Mais il n'y a pas que des histoires de compétitivité prix quand même, et ça a été souligné par Jean-Louis Perrault. Dans la plupart, toute cette frange là où c'est stable, France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie, sont aussi des zones où il y a à la fois, quelque part, l'élevage, et particulièrement l'élevage avicole, semblerait avoir atteint une limite physique en termes de concentration sur les territoires, mais aussi, peut-être de plus en plus prégnant, de plus en plus important, quelque part une limite aussi sociale, avec deux aspects. D'une part, une baisse démographique des candidats à l'élevage, de démographie déclinante des agriculteurs. Du coup, dans ce pool d'agriculteurs, une des candidats à l'élevage qui eux aussi sont on va dire plutôt en contraction, et face à ça, quelque part aussi un peu des oppositions, en tout cas des conflits qui peuvent émerger et qui ralentissent l'installation notamment des capacités d'élevage nécessaires à un éventuel développement de la production.
L'autre élément de contexte qui est très important, c'est que les marchés européens de la viande de volaille sont absolument interconnectés. C'est pas la filière d'une part interconnectée, extrêmement ouvert. C'est pas la filière française avec ses 45% de poulets importés sur la consommation qui qui en constatera le contraire. Mais c'est aussi une filière ouverte sur le monde. À titre de comparaison, l'Union européenne, avec ses, on va dire, 500 millions d'habitants, c'est 13% de la valeur mondiale des exportations. Pour vous donner une idée de l'ouverture aux importations, j'ai fait un calcul, on va dire bête. J'ai regardé le volume la valeur totale des importations de viande de volaille divisé par le nombre d'habitants. Indicateur absolument stupide, mais qui permet quand même de donner quelques ordres de grandeur. Sur la région qui est la plus importatrice, le plus gros marché, un des plus gros marchés de volaille, aussi une région importatrice structurelle qui va en grosso modo de l'Iran à la Perse, on est à peu près à 8 € d'importation de viande de volaille par habitant. L'Union européenne, enfin l'Europe en général, on est sur des importations de l'ordre de 6 € par habitant, et même des très grosses régions importatrices de volaille, que sont l'Asie aux Amériques, on est déjà à 4 ou 3 € par habitant, c'est-à-dire que l'intensité, l'ouverture du marché européen est extrêmement importante et n'est dépassée que par des régions structurellement déficitaires comme le Moyen-Orient. L'autre chose qui a intégré dans le contexte, et ça a été quelque part dit par Jean-Michel ce matin, c'est le transfert de la valeur de la matière première agricole vers le service, que ce soit en termes de développement, on va dire, de la restauration hors domicile, avec tous les services associés par rapport à la consommation, la préparation de produits chez soi, le développement aussi des produits transformés, hein, tout ça va là-dedans, et le développement de produits de praticité qui fait que, ça c'est un constat qui est largement partagé, c'est qu'on consomme de moins en moins de pièces entières et de plus en plus de découpes, ce qui nécessite une gestion économique des équilibres matières derrière, et on verra que ça aura une incidence. Et derrière cette évolution des services, en fait, dans ces services, en fait, rentre aussi ce qu'on pourrait appeler, et ça a été quelque part évoqué, des attributs de production, d'une image du produit, qui sert aussi de support au service de la consommation. L'autre, et l'élément déterminant et qui fait quelque part le lien avec les cas que va vous présenter Claude, c'est un changement de paradigme dans l'élaboration des cahiers des charges de production. Alors on parle de l'amont, hein, de l'élevage, mais c'est transversal à toute la filière, où historiquement on avait plutôt, on va dire, des cahiers des charges qui étaient élaborés par les filières, hein, je pense au label rouge français, ou plus récemment et en Europe du Nord, des cahiers des charges qui étaient coélaborés avec la filière en intelligence avec les distributeurs. C'est l'initiative Tirvol en Allemagne ou l'équipe Van Morgen aux Pays-Bas qui ont été vraiment des co-constructions avec quelque part des cahiers des charges qui étaient plutôt construits amont vers l'aval. Pour des cahiers des charges qui étaient construits plutôt pour des marchés nationaux, donc des périmètres géographiques limités, et chaque pays avec son cahier des charges différentiel, plutôt orienté distribution de détail, hein, les GMS, avec deux stratégies en termes d'équilibre coût-valorisation, soit des exigences élevées avec un différentiel de coût élevé par rapport, on va dire, au socle du marché, c'est le cas du label rouge, du bio, qui, même si c'est très important en France, en point de vue global, ça reste quand même un marché niche du point de vue européen, ou alors des exigences modérées avec un delta de coût faible, mais qui entraînent des grands volumes, et c'est tout à fait les stratégies d'Europe du Nord. Mais la tendance récente, et ça c'est complètement changé, c'est qu'on a des cahiers des charges maintenant qui se construisent d'aval vers l'amont, avec des ONG, hein, Claude va en parler, sur le Better Leven, etc., qui construisent des cahiers des charges et qui, avec ces cahiers des charges, vont voir les distributeurs avec, finalement, implique les distributeurs dans s'engager sur ces cahiers des charges, les distributeurs à charge aux distributeurs qui répercutent sur leurs fournisseurs, et ça jusqu'à l'amont de la filière. Avec un périmètre géographique
qui est européen, voire mondial maintenant. On n'est plus limité à un marché, mais c'est quelque chose qui se veut global. Et global aussi en termes de débouchés, puisque ça concerne tous les circuits de distribution, plus seulement le détail, la GMS, mais aussi la restauration et l'industrie. Et l'autre changement aussi, c'est que on couple les deux choses des précédentes stratégies, c'est-à-dire des exigences élevées. Si on regarde le Better Chicken Commitment par rapport aux pratiques actuelles, c'est quand même par exemple des baisses de densité assez drastiques, des utilisations de souches à croissance intermédiaire, etc. Et la volonté de l'appliquer sur des grands volumes de production et d'en faire quelque part le standard. Ce qui, dans une logique de désintensification de l'élevage, qui fait écho avec les dynamiques européennes qu'on a vues, la place de l'Union européenne dans le monde et la gestion des équilibres matières et des équilibres surtout économiques de la filière. Et pour illustrer quelque part ça, je vais, Claude, si tu veux venir sur quelque part parler sur le Better Leven, je crois, sur les Pays-Bas. Bonjour à tous. Le Better Leven a été introduit en 2007 par l'ONG Dierenbescherming, qui veut dire littéralement protection des animaux. C'est la SPA néerlandaise. Dierenbescherming est aussi membre de l'Eurogroupe for Animal, qui assure le secrétariat de l'intergroupe pour le bien-être animal en Europe, enfin au Parlement européen, et qui rassemble plus de 100 parlementaires européens. Alors, la marque Better Leven est devenue une référence sur le marché de la GMS aux Pays-Bas, avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2018, avec une très forte croissance en porc et en œufs de consommation. Et en ce qui concerne le poulet, jusqu'à aujourd'hui, la proportion de Better Leven sur le marché est de 20%. Alors, le Better Leven se décompose en trois niveaux représentés par 3 étoiles. Donc le élevé à l'intérieur, le 1 étoile élevé à l'intérieur en système extensif à 56 jours, c'est la quasi-totalité en fait du système qui est utilisé aux Pays-Bas. Les poulets sortant à l'extérieur, il y a peut-être un élevage, et les bio, il y a quelques élevages. On est donc avec ce label privé, multi-espèces, à forte notoriété nationale, et un système à niveau raccroché à la législation européenne avec ses spécificités que l'on va voir par la suite. C'est donc 2 points qu'on peut considérer très forts de ce système d'élevage. Alors, pour faire rapidement, pour vous expliquer en quelques mots le système Better Leven, d'abord, il ne considère pas que le bien-être équivaut à des petits bâtiments. Alors, on le voit tout de suite, les bâtiments d'élevage sont de l'ordre de 2400 mètres carrés, avec 16 à 25% de la surface en jardin d'hiver, de la lumière naturelle à raison de 3% de la surface au sol, des échangeurs de chaleur systématiques, pas seulement pour économiser 40 à 50% de gaz, chose qui en ce moment peut-être va prendre encore plus d'importance, mais également pour réduire la taxe ammoniac, puisque les Néerlandais, quoi qu'on en dise, sont plus en avance entre guillemets, ont des contraintes nettement supérieures aux nôtres en ce qui concerne l'environnement. En termes de ventilation, c'est la ventilation bilatérale avec extraction en pignon. Alors, la grande spécificité du Better Leven, ce sont les jardins d'hiver. Alors, au début, les premiers éleveurs ont rajouté des jardins d'hiver en verrues sur les poulaillers, et par la suite, ils les ont intégrés, comme dans la photo en haut à gauche ici. Donc, il y a 1 mètre de trappe pour 1000 poulets, ouverture 8 heures par jour, à partir de 21 jours. Et à ce moment-là, donc, ils baissent la dépression dans les bâtiments pour éviter les courants d'air. Les enrichissements donc, sont relativement simples et peu coûteux. Il s'agit de bottes de paille
et de distribution de grains à raison de 2 grammes de blé par jour à partir de 3 semaines. On notera quand même que dans leur système d'élevage, ils font appel systématiquement à un rajout de blé entier ajouté à un complémentaire livré par l'usine d'aliments. Ce qui, entre parenthèses, aide à sécuriser la santé digestive en plus de l'intérêt économique direct. Alors, avec le développement de ce que les Néerlandais appellent les poulets à concept, les concepts d'élevage, parce qu'ils les ont un peu multipliés. En dehors de Beterleven, il y a également eu le Chicken of Tomorrow et plusieurs déclinaisons de Chicken of Tomorrow en fonction des chaînes de supermarchés. Donc, parallèlement à ça, Wageningen a beaucoup travaillé sur donc les domaines sur l'économie, sur la zootechnie, et la santé animale, la nutrition et le comportement. Et une équipe combinant économistes et spécialistes de la zootechnie a évalué le surcoût de bien-être supplémentaire apporté par les différents concepts par rapport au poulet conventionnel. Donc, ils se sont basés sur la méthode d'évaluation Welfare Quality et donc ils ont calculé, d'abord ils ont mesuré pour chaque système d'élevage donc conventionnel, COT, ECC et Beterleven 1 étoile, leur score Welfare Quality et parallèlement le surcoût de vif par rapport à du poulet conventionnel. Et à partir de là, ils ont calculé l'efficience du bien-être supplémentaire apporté aux animaux. Dans cette étude, le Beterleven 1 étoile obtient le meilleur score Welfare Quality avec près de 800 points. Par contre, la meilleure efficience, il l'attribue au système ECC, qui donc est le moins coûteux par point de welfare supplémentaire apporté selon cette grille de lecture. Alors, évidemment, il y a un point, il y a un prix à payer sur le plan du bien-être, sur le plan de l'environnement. Puisque Peter Van Horn, qui a déjà été cité là, qui est beaucoup impliqué évidemment dans ces études économiques, donc calcule un surcroît d'empreinte CO2 de 19% pour le Beterleven comparé au conventionnel. Alors attention, ici c'est du CO2 équivalent par kilo de poids vif. Alors qu'habituellement, les chiffres sont souvent donnés soit par kilo de protéines, soit par kilo de matière sèche. Et alors, ces 19%, si on en calcul rapide, comme les Néerlandais consommant 22,6 kg de volaille, si on considère que 90% c'est du poulet, à 70% de rendement, ça équivaut à 29 kg de poids vif de poulet par an. Et donc on voit donc la conséquence sur l'augmentation de l'empreinte CO2 par kilo par habitant, qui serait de l'ordre de 10 kg de CO2 à mettre en relation avec l'empreinte carbone des habitants aux Pays-Bas, qui est de 9000 kg par an. Donc c'est cette dégradation de la note environnementale, d'une part, elle est relativement limitée et elle est compensable par une formulation environnementale, bon, même si ça n'est pas toujours si simple dans la pratique. Les Néerlandais ont aussi, depuis quelques années, mis en place une base de données de consommation, d'utilisation des antibiotiques. Alors, ils ont une mesure un peu différente de celle qui est utilisée en France. Ils l'expriment en nombre équivalent de jours d'exposition antibiotiques par an. On voit que, comme il a été dit ce matin, il y a eu de gros progrès
sur le poulet conventionnel, qui avait une exposition en 2009 de 34 jours et demi, et qui, depuis 2016, se situe aux alentours de 12-13 jours d'exposition, ce qui reste assez nettement quand même plus élevé que l'ensemble constitué par le Chicken of Tomorrow et le Better Leven une étoile, qui est de l'ordre de 3 jours, 2-3 jours, sachant en plus que dans ce mélange, l'essentiel des antibiotiques sont utilisés pour le Chicken of Tomorrow et pas pour le Better Leven, très peu pour le Better Leven. Alors, l'autre conséquence, quand même, de ce mode d'élevage avec une densité faible et avec une souche à croissance lente et une durée d'élevage de 56 jours, c'est le surcoût qui est estimé à 42% pour le Better Leven contre 20% pour soit le COT, soit le CC. Alors, ça change complètement l'approche commerciale. Parce qu'il n'y a pas de marché international valorisant les cuisses et les ailes des poulets dits concept. Il y a un poulet international de la cuisse et de l'aile basique avec un seul prix. Donc ça oblige en fait à utiliser la carcasse sur le marché national, à utiliser donc à promouvoir les cuisses, à promouvoir la consommation d'ailes et de cuisses, donc quel que soit le moyen. Alors, on en était là, en 2020, quand Wackedeer, donc, qui veut dire l'animal éveillé, a relancé une campagne contre le leader de la GMS aux Pays-Bas, qui est Albert Heijn. En fait, Wackedeer, qui avait déjà mis en place, enfin pas mis en place, mais provoqué le changement vers le Chicken of Tomorrow, n'avait jamais été satisfaite de l'accord qui avait été pris entre la grande distribution et les filières, qui avait conduit au Chicken of Tomorrow. Ils n'étaient pas satisfaits à cause de la densité, et ils ont donc en 2020 commencé une campagne média sur ce sujet pour pousser Albert Heijn à baisser les densités. En mars 2021, donc Albert Heijn s'engage, donc moins d'un an plus tard, à distribuer des poulets au minimum Better Leven une étoile à partir de 2023. Donc c'est un timing quand même très serré. Puisque ça s'est fait, donc les supermarchés, ici vous avez la structure, les parts de marché des différents supermarchés aux Pays-Bas. Le Lidl a suivi le 22 mars, Jumbo en fin mars, plus le 15 avril, Aldi le 31 mai, Picnic le 24 juin, Coop le 28 juin, et les autres en courant du deuxième semestre 2021. Donc, 100% de la GMS engagée pour vendre au minimum du Better Leven une étoile. Et ça, donc, tout le monde s'est vraiment engagé, disons, à partir de quasiment la moitié de l'année 2021 pour une application 2023. Ça laisse 1 an et demi. 1 an et demi, sachant que le passage du Chicken of Tomorrow au Better Leven une étoile fait perdre 20 à 40% de productivité annuelle. Et si on perd du conventionnel, c'est 60%. Alors, de plus, ils se sont engagés à ne pas recourir à l'importation. Par contre, donc, ils ont aussi créé un groupe de travail pour lever les obstacles administratifs et techniques. Donc clairement, cela va représenter une baisse de production, quelles que soient les solutions qui sont prises, que ce soit des transitions du Chicken of Tomorrow vers le Better Leven et en partie du conventionnel vers le Better Leven, ça va baisser la production néerlandaise mathématiquement. Alors ici, je vous ai mis un exemple d'adaptation par rajout d'une cloison intermédiaire. Donc c'est une solution prête à employer qui fonctionne.
Alors, quels enseignements on peut tirer de ce premier exemple des Pays-Bas? D'abord, c'est que l'arrêt du poulet conventionnel en 2015 ne s'est pas traduit par une chute de la consommation de poulet aux Pays-Bas. On ne peut pas dire non plus qu'il y a une hausse, disons, il y a une stagnation qui, contrairement à l'UE en moyenne et à la France, qui a connu pendant cette période une augmentation. Alors, ce qu'on peut aussi comme enseignement, c'est que les Néerlandais ont une forte capacité d'adaptation au changement. On voit l'importance d'une ONG activiste dans un contexte sociétal sensible à la question du BEA, l'effet de réassurance d'une ONG réformiste qui propose un système de production cohérent, et un mouvement stratégique du leader de la GMS suivi par l'ensemble du secteur, et sans doute une ambiance générale, comme il a été dit ce matin, de souhait des autorités néerlandaises de baisser la production animale. Donc, maintenant, je voudrais passer à l'exemple du Royaume-Uni, qui est totalement différent. Et au Royaume-Uni, aux conséquences de l'appel d'ONG autour du CIWF, à s'engager dans le BCC, BCC, Better Chicken Commitment, parce que vous n'allez pas dire aux Anglais qu'ils vont intégrer le European Chicken Commitment. Donc, il n'en est pas question, donc on ne parlera que de BCC ici. Alors, on a une segmentation. Le marché du Royaume-Uni est constitué de 5 segments inégaux, alors en partant de la droite, j'ai repris ça sur le site de Lidl, donc du conventionnel importé, du conventionnel british, qui va être agréé, Red Tractor. Le standard plus, c'est du poulet conventionnel, mais à une densité réduite de 30 km². Il y a également de l'extensif, ce qu'on appelle l'extensif indoor, c'est-à-dire du poulet, donc cette fois-ci à 56 jours, croissance lente, et à 30 km². Et puis du free range et du bio. Alors, la production conventionnelle représente 90 à 92%, quand les systèmes à bien-être améliorés, les systèmes d'élevage alternatifs, représentent 8 à 10%, et c'est relativement stable depuis la dernière décennie. Depuis, en fait, il y a eu une grosse crise. La crise de 2008 a fait suite à une forte progression des systèmes d'élevage alternatifs dans les années précédentes, et la crise de 2008 a complètement stoppé cette évolution, et on est resté sur un niveau assez faible depuis jusqu'à ces derniers mois. Selon donc un article du mensuel Poultry Business de juin 2021, les engagements BCC représenteraient 25% du marché. Bon, sachant les engagements, c'est l'engagement à sourcer BCC 100% des poulets frais, congelés et transformés, et ça s'adresse essentiellement aux distributeurs. Quand on regarde la liste des entreprises qui se sont engagées, et que l'on, comme l'a fait le journal, ils ont regardé par rapport au top 10 de chaque secteur, ça représente 100% de la restauration contractuelle, 100% des repas en kit, 70% des industriels, 50% de la restauration rapide, 20% de la grande distribution, 10% des chaînes d'hôtellerie. Voilà. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, et on va voir pourquoi. Ce sont des chiffres, mais qui n'ont pas de matérialité en termes de volume derrière. Alors, déjà, pour commencer, il y a plusieurs types d'engagements. On peut avoir tout produit, toute marque,
dans toute l'Europe, c'est l'exemple de Nestlé. Seulement des produits MDD, limités au Royaume-Uni. Donc ça, c'est typiquement, et à partir de 2026, mais 2026, c'est pour tout le monde, hein, parce que c'est la date d'entrée en vigueur du système. Donc ça, c'est le cas typique des GMS, Waitrose. Tout produit dans un nombre limité de pays à partir de 2026, c'est le cas de KFC, ou tout produit dans toute l'Europe, plus 20% d'un segment supérieur, c'est l'exemple de Sodexo. Les niveaux d'engagement sont également très différents en fonction des secteurs. Si l'on prend par exemple Unilever ou Nestlé, si je prends Unilever, pour qui c'est la marque Knorr, c'est l'entreprise Knorr qui représente 80% du poulet consommé par Unilever, ça se fait au travers essentiellement d'ingrédients pour des aides culinaires ou des potages. Les volumes sont très faibles, on peut les estimer pour une portion, un cube de 10 grammes qui contient 4-5% de volaille, à 0,4 grammes de poule par portion. En comparaison, KFC, les deux sont engagés, KFC également, une portion de bucket tenders, un seau d'aiguillettes, une portion de 240 grammes, ça représente à minima 150 grammes de poulet. C'est pas possible de savoir exactement, puisqu'on ne trouve nulle part la composition exacte, mais c'est annoncé à 18% de protéines, ce qui donne quand même quelques indications quand même d'une proportion de poulet probablement relativement élevée. L'une des spécificités du Royaume-Uni, c'est l'importance de la RHD dans la consommation. C'est le pays où la RHD est le plus important comparé aux autres grands pays européens. Ça représente pratiquement 40% contre 25% en France. Et c'est certainement un segment, comme il a été dit ce matin, qui a de l'avenir. Alors, la restauration rapide et mobile est en croissance continue. KFC exploite 900 restaurants et représenterait 4% de la consommation de poulet au Royaume-Uni. KFC collabore avec Beyond Meat aussi pour proposer des alternatives sans viande. Une autre entreprise qui n'est pas connue en France, mais pourtant qui a 400 restaurants en Angleterre, c'est le Nando's, qui est une société d'origine sud-africaine qui accommode le poulet avec des sauces pimentées. Et donc, ils détiennent 400 restaurants. Ensuite, on a Burger King, qui a 470 restaurants, et qui a noté, ils se sont engagés à vendre 50% de menus sans viande à horizon 2030. Donc, on voit que ces sociétés s'engagent pour des systèmes d'élevage plus vertueux, mais en même temps, ils s'engagent aussi sur des alternatives sans viande. On notera un grand absent, McDonald's, pour ne pas le citer. Alors, en ce qui concerne la restauration dite contractuelle, qui regroupe donc les entreprises comme Compass, Sodexo, Elior, Aramac, et dont l'activité a été très affectée par le Covid, cet engagement de leur corporate va entraîner d'énormes changements, sachant que ce sont des entreprises habituées à sourcer vraiment à l'international. Et donc, il est très probable que l'équilibre matière sera un élément essentiel pour leur équilibre économique et que ça passera par faire consommer plus de cuisses et d'ailes. On peut aussi se demander quelle sera la réaction des exportateurs traditionnels que sont le Brésil, la Thaïlande, voire l'Ukraine. Alors, qu'en est-il de la grande distribution ? Donc, pour la grande distribution,
On a donc Tesco qui, pour l'instant, qui est le premier, qui ne sait pas encore, qui ont juste indiqué qu'ils pourraient intégrer le BCC dans la gamme. Et ensuite, il y a Waitrose qui va donc intégrer le BCC sur la MDD. Et puis Marks & Spencer, mais Marks & Spencer, c'est 2% du marché. Donc c'est donc très difficile de prévoir les volumes et il est très peu probable que les volumes viennent de la grande distribution. Donc, quels sont, pour conclure en 2 slides, quels sont les déterminants des nouvelles exigences au Royaume-Uni? Donc, on a donc la filière classique, de l'éleveur jusqu'au citoyen consommateur, qu'on ne peut pas séparer. On a des ONG welfaristes qui communiquent vers les GMS, vers les citoyens, qui également utilisent des agences de notation. Les agences de notation sont déjà là, sans les ONG évidemment, mais les agences de notation interviennent dans la notation RSE en français ou ESG en anglais, et ça impacte la valeur des investisseurs, l'attrait des investisseurs pour les sociétés qui sont ciblées. Il y a également un enjeu de valeur des marques. Et donc, c'est ça qui met la pression sur les GMS et la RHD pour instituer de nouvelles exigences aux abatteurs et, par ricochet, aux éleveurs. Donc, on assiste donc à des controverses éthiques et environnementales sur la viande, alors que les modèles de consommation sont de plus en plus diversifiés. Et cela ouvre la porte aux alternatives, que sont les viandes cellulaires. On notera que cette année, il y a eu des levées de fonds très, très importantes sur la viande cellulaire. Alors, c'est certainement pas pour tout de suite. Il faudra du temps, mais ça viendra. La concurrence de protéines végétales, qui copient le goût et la texture. D'autres protéines, telles que les mycoprotéines, par exemple, et évidemment la déconsommation ou flexitarisme. Alors, l'évolution de la relation à l'animal et la prise de conscience de plus en plus large des enjeux climatiques influent sur les choix alimentaires des jeunes générations. Et dans ce contexte, je pense que le BEA et l'environnement ne sont pas opposés, mais à faire cohabiter dans les modèles de production, quels qu'ils soient. Merci beaucoup pour ce très très beau panorama et ces exemples concrets. Comme l'a dit Jean-Michel, 2 questions dans l'auditoire. Bonjour, merci pour votre présentation. Julien Breda du CIWF, du coup, que vous avez présenté rapidement. Comme vous l'avez dit, mon ONG, elle est en première ligne pour porter la démarche du BCC plutôt, qui s'apparente pas mal au Better Leven. On comprend avec vos présentations que les Pays-Bas, ils sont vraiment avancés et matures sur la transition de leur production de poulet. Donc 2023, BCC, on parle de 2026. Je voulais savoir si, selon vous, on pouvait expliquer, principalement la France, en fait, le retard qu'ils ont sur les Pays-Bas sur l'adoption du BCC. Est-ce qu'il y a des différences avec les Pays-Bas autres que le comportement du consommateur, par exemple? Qu'est-ce que vous voyez qui explique qu'on soit un peu plus en retard sur eux? Je pense que déjà, il y a une très grosse différence avec les Pays-Bas. Ce sont des gros producteurs et des petits consommateurs. Ils produisent en gros 650 000 tonnes, ils abattent 1 million de tonnes et ils consomment 310 000 tonnes. Donc déjà, c'est une situation, si vous voulez, le passage à 100% Better Leven, ça ne va concerner qu'un tiers de la production, même si c'est 100% de la consommation. Donc c'est plus facile aussi pour la production de gérer cette transition. Et ensuite, il y a un autre... comment dire? Il y a ça a été très bien dit ce matin, il y a quand même une pression environnementale très forte. Les Pays-Bas vont baisser leur production animale de façon très, très forte par rapport aux enjeux environnementaux. Et donc, autrement, par rapport au BCC, ils ont pris une autre voie. Ils ont été plutôt précurseurs. Et eux, ils considèrent qu'ils font mieux que le BCC. Et donc, voilà, ils ne voient pas, a priori, de raison
mais en tout cas pour la GMS, pour la partie GMS, puisque là, le Better Leven laisse de côté toute la partie RHD. Hein, donc, et là, peut-être, le BCC pourrait se développer sur ce marché-là. Je peux peut-être... Ah oui, François. Si je peux me permettre, moi j'interrogerais la notion de retard. En fait, la segmentation, elle est, comme l'a expliqué Claude, elle est complètement historiquement. Les Pays-Bas sont un pays d'optimisation de la production, de poulets standards, intensifs, et ils évoluent vers des petits pas, vers des systèmes plus extensifs. En France, on a quelque chose, si ma mémoire est bonne, depuis les années 70, qui s'appelle Orio Label Rouge, et qui représente, en plus le fait que la France soit le premier producteur de poulet bio en Europe, on a quand même, en fait, c'est la structure de la segmentation, c'est qu'en France, on a 17% des poulets qui sont soit bio, soit label rouge, avec un accès plein air 80 jours, qui n'existe en valeur absolue et en proportion dans aucun pays d'Européens. Et effectivement, on avait jusqu'à présent une segmentation standard qui pesait et quelque chose en fait qui n'existait pas au milieu, ce qu'ont su construire les Néerlandais. La différence, c'est que c'est finalement ce qu'on appelle standard, même dans nos publications à l'ITAVI. En fait, c'est plus du standard depuis 4-5 ans. C'est des choses qui relèvent des domaines des cahiers des charges privés, qui sont en évolution. Alors, il y a des degrés, et la principale différence sur ces segments-là avec les Néerlandais, c'est la communication. Dès que les Néerlandais, je m'excuse s'il y en a dans la salle, mais dès qu'ils enlèvent un poulet de leur bâtiment, toute la presse nationale, toute la presse professionnelle, et tout le monde le sait, on fait la même chose en France. Faut aller voir des responsables techniques et qui vous disent sous le secret que peut-être ils auraient enlevé un poulet pour que ça se sache, quoi. C'est tout à fait une différence de communication. Mais il y a des choses qui malheureusement sont moins visibles en France. Juste peut-être en complément de François, c'est la filière française a cette particularité d'avoir construit les choses à l'envers des pays hollandais. En Hollande, il y avait 100% de poulets standards. Et à partir de là, ils ont créé une segmentation à partir du poulet standard. Et en France, on a eu une construction de filière où il y avait eu du poulet standard, mais où très tôt, il y a déjà 60 ans, a été développé des segmentations, notamment avec le label rouge, auquel s'est rajouté du bio, et auquel s'est rajouté également des démarches de certification et autres, et qui font que quand vous regardez la segmentation de la production française, en pourcentage, elle représente exactement la même chose que chez les Hollandais, mais avec même une démarche où on va plus loin, c'est que là où eux ont des volailles principalement en bâtiment, nous, cette segmentation qui représente la même proportion, elle est principalement élevée à l'extérieur. On est d'ailleurs le pays d'Europe, voire du monde, on a le plus de volailles à destination viande, chair, élevées à l'extérieur. Il n'y a personne qui fait mieux que nous. Et avec la possibilité encore de le développer, mais avec le facteur limitant qui est le consommateur, qui pour l'instant ne souhaite pas en acheter plus. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté qui se pose dans la filière française, c'est qu'au vu de cette déjà très riche diversification et segmentation, positionner encore le ECC au milieu du milieu, ça devient... C'est un exercice qui n'est pas facile. Mais voilà, on a les pays d'Europe du Nord qui ont une histoire qui n'est pas la même que celle de la France. Merci. Une autre question ? Une dernière ? Oui, donc si j'ai bien compris, les Pays-Bas vont réduire leur production d'environ 20%. Je pense qu'ils ne vont pas perdre 20% de business. M'étonnerait les Hollandais, je ne les crois pas comme ça. Donc ça veut dire qu'ils vont produire leurs standards ailleurs. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils vont produire ? Est-ce qu'il y a une chance ou un risque, je ne sais pas, qu'ils soient produits en France, en Pologne, voilà, parce qu'on sait qu'ils ont d'autres activités, les grosses entreprises néerlandaises ont d'autres activités dans d'autres pays européens. Donc je suppose qu'ils vont aller produire ailleurs et pas aux Pays-Bas. De toute façon, sur leur territoire national, ils sont contraints, ils sont arrivés à la limite. Et juste pour l'année, enfin, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais le Chicken of Tomorrow, qui était censé être un concept retail national, il y avait des opérateurs roumains et polonais qui en faisaient. Donc c'était même sur ces concepts-là, ils étaient déjà importés. Et ils ont aussi tout leur hinterland de production agricole, d'élevage, qui s'appelle aussi la Balsax, où alors là, il n'y a pas trop encore de place pour développer.
mais très certainement, même pas que sur leur poulet standard, hein, sur toute leur gamme de poulets, ils seront certainement amenés à exporter leurs externalités négatives, comme le font un certain nombre de filières d'élevage, comme le fait très bien l'Allemagne d'ailleurs, sur la Pologne avec les productions de dinde et de canard.